podcast. Les prisons françaises sont-elles au bord de la rupture ? En tout cas, elles sont, depuis quelques semaines, au centre de l'attention et agitent les polémiques. D'abord, la surpopulation carcérale qui continue de battre des records. En décembre dernier, ils étaient 80 000 détenus pour seulement 62 000 places. Mais aussi ce débat autour des activités ludiques en prison que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, veut interdire, ou encore la création de ces établissements de haute sécurité pour les 200 narcotrafiquants et criminels les plus dangereux. Alors que se passe-t-il dans nos prisons ? Faut-il revoir en profondeur le système pénitentiaire français ? On en parle avec vous, Marie Leroux-Campello, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université Panthéon-Assas, membre de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Et bonjour, Plana Radenovic. Bonjour. Journaliste police-justice à RTL. En 2 mots, les prisons françaises attirent beaucoup l'attention en ce moment, notamment des politiques. C'est mauvais signe ? Moi, je trouve que c'est très bien. Il faut parler de la prison parce que si on n'en parle pas, rien ne changera en fait. Là, les gens qui votent, il faut qu'ils puissent se dire qu'un jour, eux-mêmes ou quelqu'un de leur famille sera en prison parce que sinon, en fait, ça ne va pas les intéresser du tout et on ne changera jamais rien. En tout cas, les prisons françaises soulèvent beaucoup d'enjeux, on le comprend en ce moment, et on va développer tout ça avec vous dans quelques minutes. Mais d'abord, on commence, comme chaque semaine, par un récit en archive, et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa, et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again is a no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. La surpopulation carcérale. Le problème en France n'est pas nouveau, bien au contraire. Déjà, dans les années 80, dans certaines prisons, le constat est accablant. Comme à la maison d'arrêt de Nice, reportage en 1987. Une promenade par jour, 1 heure seulement dans une cour de 25 mètres carrés. À Nice, dans cette maison d'arrêt, ils sont 900 pour 280 places. Une prison construite au 19e siècle, rafistolée d'année en année. Une prison où tout est dépassé, où tout est trop petit. La surpopulation fait de cet établissement pénitentiaire une sorte de chaudière, prête à tout instant à l'explosion. Ils sont 4, parfois 5, dans une cellule prévue pour 1 ou 2 personnes. À cette époque, la France compte 32 500 places de prison pour 47 000 détenus. Alors, le ministre de la Justice, Albin Chalandon, prend des mesures, notamment la construction de nouvelles places supplémentaires. Pourtant, 7 ans plus tard, le problème est toujours là, et c'est même pire. Illustration à Fresnes, en 1994. La surpopulation carcérale, le mal chronique des prisons françaises. En 87, Albin Chalandon créait déjà 13 000 places supplémentaires pour désengorger les prisons. 7 ans plus tard, constat d'échec. Ici, taux d'occupation de 170%, invivable pour les uns, ingérable pour les autres. À Fresnes, on compte 1 surveillant par étage, 1 surveillant pour 100 détenus. Et cette tendance, elle va se poursuivre. C'est simple, depuis les années 80, la France ne va jamais être à l'équilibre, et ce malgré l'augmentation du nombre de places, jamais suffisante comparée à l'augmentation du nombre de détenus. Alors, dans les cellules, on met des matelas au sol. Écoutez ce détenu qui raconte son quotidien à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand. On est en 2004. Depuis que je suis là, c'est la première fois que je vois autant de détenus. On est surpeuplé en fait. Ça crée des tensions, oui, parce que tout le monde n'a pas le même caractère, déjà d'une part. Même si on essaye de s'adapter aux gens, arrive un moment où, quand on n'a plus de place, qu'on n'a pas assez d'activités pour se dépenser, et qu'en plus on doit supporter les gens, ça devient infernal. Face au phénomène, les ministres de la Justice qui se succèdent font des promesses et tentent de trouver des solutions. Toujours en 2004, le garde des Sceaux s'appelle Dominique Perben. On l'écoute.
Je suis engagé dans un programme très important, mais qui ne portera ses fruits que d'ici 2 à 3 ans pour les premières prisons. Et deuxièmement, il faut avoir une action dans l'immédiat. Donc nous recherchons des places, nous essayons d'aménager les conditions de vie et les conditions de travail des surveillants. Et je veux développer une politique d'aménagement des fins de peine et d'alternatives à l'incarcération. Et c'est vrai que des alternatives à la prison sont mises en place, comme le bracelet électronique qui arrive dès les années 2000. Mais ses débuts sont timides. En 2003, on en compte seulement 171 en circulation. Résultat, en 2016, la problématique est toujours sur la table. La France compte à l'époque environ 70 000 détenus pour 58 500 places. Alors, le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas annonce un nouveau plan, 3 milliards d'euros pour construire entre 10 000 et 16 000 places supplémentaires d'ici 2025. Objectif, un prisonnier par cellule. Ce rapport, je vous l'ai dit, il n'a qu'un seul but. Mettre fin au surpeuplement carcéral en garantissant l'encellulement individuel. Et si ce plan est bien accueilli par plusieurs associations, il est aussi critiqué, notamment par certains syndicats de magistrats. La construction de places de prison aboutit toujours à ce que ces places soient remplies et que les prisons restent surpeuplées. C'est donc clairement une impasse. Ce dans quoi il faut investir ces 3 milliards d'euros aujourd'hui, ce sont les dispositifs de réinsertion. Car c'est bien là tout le débat de fond. Faut-il construire plus de places de prison ou bien faut-il emprisonner moins ? Réponse du procureur François Molins, c'était en 2023. Il faut bien sûr construire des places supplémentaires compte tenu de la surpopulation, mais ça ne suffit pas. C'est quelque chose qu'on fait depuis 40 ans. On n'est pas à régler le problème et on s'aperçoit que plus on construit et la population carcérale augmente aussi. Ça renvoie aux réflexions qu'on avait fait dans le cadre du comité Sauvé, en indiquant que pour s'en sortir, il fallait véritablement travailler sur le sens de la peine, remettre en réalité le milieu ouvert au centre du dispositif et densifier considérablement le milieu ouvert. Alors de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de milieu ouvert ? Eh bien encore une fois, d'alternatives à l'incarcération. Les travaux d'intérêt général, par exemple, ou l'assignation à résidence avec bracelet électronique. Des peines mises en place et contrôlées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP. Écoutez ce reportage de France 3, c'était en 2019. À partir d'aujourd'hui et pour 6 mois, il devra vivre constamment avec ce bracelet électronique à la cheville. Par ce simple geste, le surveillant applique la sanction prononcée par le juge. Après la pause, une conseillère pénitentiaire lui rappelle les horaires de sortie de son domicile. Là, la juge d'application des peines, d'accord, vous a accordé des sorties du lundi au vendredi, de 8h30 à 14h30. D'accord. Condamné pour récidive de conduite sans permis, son placement sous surveillance est assorti d'une obligation de rechercher du travail. En France, 170 000 personnes sont aujourd'hui suivies en milieu ouvert. Pas suffisant, toutefois, pour régler le problème de la surpopulation carcérale. Au 1er décembre dernier, la France comptait 80 792 détenus pour seulement 62 404 places, un nouveau record. Alors comment régler ce problème de surpopulation ? Faut-il revoir en profondeur le système pénitentiaire français ? On en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Marie Leroux, Campello et vous, Planara Denovic. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre. Je l'ai dit, ça fait plus de 40 ans qu'on observe en France une surpopulation carcérale et elle continue de battre des records. Merci pour ce récit documentaire qui me permet bien de voir la constance du problème de la surpopulation carcérale et le fait aussi que les différents plans de construction de prisons se succèdent et qu'ils ne changent rien véritablement à ce problème. Au contraire, maintenant sur les raisons même de cette surpopulation, je pense qu'elles sont multiples. On pourrait penser de prime abord qu'il s'agit d'une augmentation de la délinquance, mais les chiffres démentent plutôt cela avec une relative constance de la délinquance sur les 30 dernières années. Donc une augmentation de la population carcérale qui est davantage due
à une politique répressive ferme qui se manifeste en fait à chaque étape de la chaîne pénale, qu'il s'agisse d'instructions générales de poursuite du ministère de la Justice, qu'il s'agisse de l'augmentation de la détention provisoire et de la durée de la détention provisoire, qu'il s'agisse de la création de nouvelles infractions ou de l'aggravation de la répression, et même jusqu'à la fin de la chaîne pénale avec la réforme du droit de l'exécution des peines, l'abaissement du seuil de l'aménagement des peines de 2 ans à 1 an. Voilà, c'est un ensemble en fait d'éléments qui conduisent à ce phénomène aujourd'hui qui est préoccupant. Planer Radenovic. Je souscris totalement, surtout que politiquement, en fait, on considère que quand on n'emprisonne pas, c'est qu'on n'a pas bien puni. Ça veut dire qu'en fait, politiquement, on considère que si on n'incarcère pas quelqu'un, c'est qu'on n'a rien fait, on n'a pas considéré les faits à leur juste valeur. Alors qu'en fait, mettre quelqu'un sous bracelet électronique, c'est aussi une peine, en fait. Enfin, en fait, faut arrêter de penser que c'est une espèce de grâce ou de gentillesse qu'on accorde à une personne, en fait, de le mettre sous bracelet. C'est juste une adaptation de la peine au profil de chaque personne. Et oui, ça réglerait quand même le problème de la surpopulation. J'ajoute juste un petit truc vite fait, c'est que pendant la crise du Covid, les prisons ont été vidées, vous savez, et en fait, j'ai visité Fleury-Mérogis sans surpopulation carcérale. C'est-à-dire, on peut rappeler ça en 2 secondes. Pendant le Covid, il y a eu plusieurs libérations de détenus décidées par des magistrats, voilà, parce que les prisons étaient devenues des clusters, c'est-à-dire que tout le monde attrapait le Covid, etc. Et il y avait des instructions aussi du pouvoir politique qui disaient de moins incarcérer. Donc les juges ont moins incarcéré, il y a eu des libérations. Et donc j'ai visité Fleury-Mérogis, que je connaissais surpeuplé. Là, je l'ai visité pas surpeuplé. Et franchement, c'est hallucinant. Il y avait tous les surveillants qui venaient nous parler en disant mais on peut enfin faire notre travail, en fait. On peut s'occuper d'eux, on peut parler réinsertion. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand il y a de la surpopulation, on ne peut pas réinsérer. Ils n'ont pas le temps, en fait. Ils font ouvre-porte. Donc bref, du coup, c'est la preuve qu'on peut, en fait. Et après, la crise du Covid s'est arrêtée. Et puis après, on est revenu comme avant. Je comprends ces points et ce milieu ouvert et cette alternative à l'incarcération. On va en parler. Je note toutefois que on a parfois du mal à construire de nouvelles places de prison. En 2017, Emmanuel Macron promettait la construction de 17 000 places à horizon 2027. Pour l'instant, seulement 4 500 places ont été livrées. Alors on l'imagine, c'est une question de budget, mais pas seulement. Beaucoup de municipalités résistent, par exemple. Elles ne veulent pas qu'on construise des prisons près de leur commune. C'est aussi un frein concret à la création de nouvelles places de prison, ce point-là. Ça fait partie des freins, effectivement. C'est relevé par un rapport d'information qui est parlementaire qui a été rendu en 2023. C'est pas la seule raison qui est avancée. L'échec de ce plan de 15 000 places qui est porté aujourd'hui à 18 000. Il y a également des problèmes techniques, environnementaux qui sont avancés. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine qui ont conduit à un ralentissement de mise en œuvre des projets et qui aurait conduit aussi à une augmentation des prix des matières premières et des difficultés d'approvisionnement. De toute façon, ça, il ne faut pas que ça voile le fait que l'augmentation du parc carcéral, ça suffit pas à endiguer le problème de la surpopulation à elle seule. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'image de ce qui s'est passé pendant le Covid, il y a de plus en plus d'acteurs qui défendent la mise en place d'un mécanisme de régulation carcérale. Juste pour clôturer ce sujet des places de prison supplémentaires, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé vouloir construire des prisons à taille humaine. Alors j'entends votre point à toutes les deux, effectivement de développer le milieu ouvert et l'alternative à l'incarcération. Néanmoins, est-ce que cette idée, est-ce que ce projet de construire des places de prison et des prisons à taille humaine, ça va dans la bonne direction ? Oui, parce que si on écoute les syndicats de l'administration pénitentiaire, les syndicats de surveillants, en fait, ils ont toujours défendu le fait de faire des établissements qui sont en rapport avec les personnes qui sont dedans. C'est-à-dire de ne pas mélanger tout type de personnes dans un établissement. Ça, on voit que ça ne marche pas. Et puis après, c'est que la prison devient l'école du crime. Que si on fait des établissements à taille humaine, donc ça veut dire plutôt des petits établissements où tout le monde se connaît. J'ai pu observer d'ailleurs en visitant plein. Je pense à la maison d'arrêt de Valenciennes que j'ai visitée il n'y a pas très longtemps dans le Nord. En fait, c'est combien de places pour qu'on se... c'est une petite... c'est à peu près 200 places. C'est surpeuplé, c'est vétuste, c'est pas parfait du tout, mais tout le monde se connaît et les surveillants eux-mêmes disent qu'ils ont plaisir à travailler là-dedans, plutôt qu'on parlait de Fleury-Mérogis, je crois que c'est à peu près 4 500 détenus, on dirait une cité, on va là-bas, voilà. Là, c'est l'horreur. Donc là, les personnes disent que c'est plus vivable pour les détenus et plus gérable pour les surveillants.
Alors, face à cette surpopulation, justement, l'une des alternatives évoquées par certains magistrats, on l'a entendu dans le récit documentaire, c'est le développement du milieu ouvert. Vous avez commencé à en parler toutes les deux. Je l'ai dit, 170 000 personnes sont aujourd'hui suivies en milieu ouvert. Ça paraît déjà énorme comme chiffre, et pourtant, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui coince ? C'est un manque de volonté politique, c'est un manque de volonté de notre société. Vous avez commencé à l'évoquer un petit peu, c'est un manque de moyens. Qu'est-ce qui cloche ? Alors pour moi, c'est vraiment pas un manque de moyens, c'est un manque de volonté politique d'abord. C'est aussi une culture de la magistrature qui n'est pas celle-là. C'est-à-dire que un magistrat, ça va être plus difficile pour lui de prononcer un aménagement de peine en première sanction. C'est-à-dire que pendant la peine, oui, le passer au bracelet, mais de prononcer tout de suite un bracelet, c'est être comme s'il n'avait pas bien puni. Vraiment, on le voit. Enfin, en fait, on dirait que c'est difficile. Enfin, c'est pas dans la culture encore. Et vous parliez des travaux d'intérêt général. Il faut savoir que les travaux d'intérêt général, en fait, ils ont beaucoup de mal à trouver des structures qui acceptent d'employer ces personnes, en fait, qui sont condamnées à des tiges, parce que ça fait peur. Donc, en fait, c'est une espèce de philosophie générale de la société qui est pas du tout mature pour moi. En parlant de moyens, est-ce que c'est néanmoins le nerf de la guerre ? Un détenu, qu'il soit en milieu ouvert ou milieu fermé, aujourd'hui, il coûte en moyenne à la société 105 € par jour, 130 € s'il est incarcéré. J'ai lu qu'un pays comme la Suède, par exemple, dépense 3 fois plus que nous par détenu, avec de l'argent pour financer des formations et donc favoriser la réinsertion, et avec en résultat des taux de récidive bien moindres qu'en France. L'argent, c'est le sujet incontournable ? Ah oui, c'est certain. Il faut, pour mettre en place une politique volontariste et qui permette d'améliorer les conditions et les places en milieu ouvert ou semi-ouvert, il faut un budget et il ne faut pas se concentrer uniquement sur la construction de places de prison. Et la Suède l'a en effet bien compris, où les taux de récidive sont bien moindres qu'en France. En parlant de récidive, selon une étude du ministère de la Justice, 2 détenus sur 3, je dis bien 2 détenus sur 3, récidivent dans les 5 ans après leur sortie de prison. Je trouve que le chiffre est complètement dingue. On a un énorme problème de récidive en France. Alors, c'est pas étonnant. Moi, j'ai suivi plusieurs détenus qui sortaient de prison, parce que ça m'intéressait. Et en fait, assez souvent, c'est des gens qui sont largués sur le parking de la prison avec leur gros sac en plastique, avec toutes leurs affaires dedans. Et il y en a même un qui m'a dit, je ne sais pas quand rentrer chez moi, je dois prendre un bus, je ne sais même pas où aller. Enfin, vous imaginez, en fait, évidemment qu'ils récidivent. Enfin, il n'y a aucun suivi. Souvent, ils ont perdu leur logement, ils ont souvent été quittés parce que voilà, ils étaient en prison, donc, ils n'ont plus de logement, ils n'ont pas de travail. Ils sortent de prison, donc pour trouver tout ça, un logement, un travail, quand on sort de prison, c'est pas évident. Leur famille, en général, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils retournent vers ce qu'ils connaissent. Si c'est le stup, ils retrouvent leur connaissance. Si c'est des violences sexuelles, comme il n'y a aucun traitement en prison, on s'en occupe pas, on les met en prison, les violeurs, tout ça, et puis ils ressortent, ils récidivent. Ils ont pas été soignés. Donc moi, franchement, ça m'étonne pas du tout, ce chiffre. Alors, il y a la surpopulation, il y a la récidive. Et je le disais en introduction, c'est pas la seule polémique qui concerne les prisons actuellement. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé le 17 février dernier avoir ordonné l'arrêt de toutes les activités ludiques en prison qui ne concernent pas l'éducation, la langue française ou le sport, après une polémique sur des soins du visage prodigués à des détenus à la maison d'arrêt de Toulouse-Cesse. En 2022, c'était une course de karting organisée à la prison de Fresnes qui avait fait grand bruit. Gérald Darmanin a donc ordonné ce type d'activité. C'est fini. Qu'est-ce qu'il vise, Gérald Darmanin ? Pour resituer un peu cette affaire du massage, donc il s'agissait de massage du cuir chevelu entre détenus sous surveillance de professionnels avec des étudiants en esthétique qui intervenaient dans le cadre d'un projet qui était quand même à visée socio-pédagogique pour permettre en particulier à ces individus de bénéficier d'une image d'eux-mêmes qui soit améliorée alors qu'elle est, on le sait, plutôt dégradée, de regagner confiance donc en elles. Confiance qui est nécessaire à la réalisation de tout projet de réinsertion.
Le même type de polémique avait eu lieu effectivement à la prison de Fresnes, qui est une des prisons les plus surpeuplées en France, avec l'organisation donc d'un concours qui était destiné à la base à récolter des fonds au bénéfice d'associations et dont l'une des épreuves, c'est vrai, opposait des détenus et des surveillants, et c'était une épreuve de karting. Donc la problématique ici de cette instruction, c'est que finalement ça a provoqué une suspension des activités socioculturelles dans ces établissements, et il y a quand même un certain nombre d'associations qui interviennent justement pour la réinsertion des détenus qui se sont inquiétés de cette instruction du ministre de la Justice en disant qu'il s'agissait d'un pur acte de démagogie, que c'était un acte qui avait des conséquences désastreuses pour les personnes détenues comme pour la société, avec une approche exclusivement punitive de la prison, alors que dans un contexte de surpopulation carcérale, les activités en détention, c'est le levier essentiel pour préparer à la réinsertion et aussi pour le bien-être psychologique des détenus. L'objectif, c'est pas qu'ils ressortent comme des bêtes. C'est pas ça le but de la prison. Donc il faut redonner du sens à la prison. Et cette instruction, elle va pas forcément dans ce sens, quoi. Ça veut dire par exemple qu'un atelier chant, ça sera plus possible. Écoutez ce reportage justement à Fresnes. C'était en 1993. Ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte d'éviter la déprime une fois par semaine, de venir un petit peu s'extérioriser, crier un petit peu, chanter un peu. Ça vous permet d'oublier un petit peu l'univers carcéral ? L'oublier sûrement pas, non. Mais le mettre de côté pendant 1 heure ou 2, oui. Atelier chant dans le quartier pour femmes à la prison de Fresnes en 1993. Ça, ce type d'activité, Plana Radenovic, c'est fini ? Alors, le problème, c'est que les instructions ministérielles sont très floues. Moi, je suis dans le jury d'un concours d'écriture en prison qui s'appelle Au-delà des lignes. Et donc, je suis intervenue avec ma classe de détenus à Bayonne après les instructions de février. Mais les profs qui me faisaient intervenir ne savaient pas, en fait, si on avait le droit, si c'était possible. Donc, bref, c'était tout un bins, on va dire. Ce qu'on en a compris, c'est que ce qui était intellectuel, un petit peu, c'est-à-dire concours d'écriture, peut-être chant, ça, c'est bon. Mais par contre, esthétique, coiffure, tout ça, non. Ce qui est un petit peu absurde, en fait, parce que, en fait, chacun peut se changer les idées comme il veut. Mais je pense que c'est parce que c'est une méconnaissance, en fait. Les gens, il faut leur expliquer. Dans cette prison où il y a eu les soins du visage, moi, j'ai rencontré la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, après, qui m'a dit, mais vous savez, dans cette prison-là, les détenus, ils dorment avec du tissu dans les narines pour pas que des insectes, des cafards, tout ça pénètre dans leur nez, tellement il y en a. Donc, en fait, ok, ils ont peut-être eu 1 heure de soins du visage, mais en fait, la réalité de leur vie, c'est la surpopulation, c'est l'insalubrité. Cette prison, elle est horrible. Elle a été épinglée plusieurs fois par le contrôle général des lieux de privation de liberté. Donc, en fait, voilà, c'est sûr que de l'extérieur, vous voyez, les gens, ils galèrent dans la vie globalement. Voilà, ils entendent les détenus, on leur fait des masques, etc. Alors que, voilà, ils ont fait des conneries à l'extérieur, faut qu'ils soient punis. Je trouve la première réaction, c'est assez normal. Mais après, il s'agirait plutôt que de mettre de l'eau au moulin de cette réaction. Pour le politique, il s'agirait d'expliquer, de dire, voilà, en gros, si on leur fait des soins du visage, c'est pour qu'ils soient mieux quand ils vont sortir que quand ils sont entrés, et donc qu'ils ne recommencent pas, parce qu'en fait, ça devrait être notre but à tous en tant que société. Effectivement, c'est une petite musique qui monte derrière cette polémique. La prison, ce serait les vacances. Certains ont le sentiment que les prisons sont devenues des zones de non-droit où les détenus font un peu ce qu'ils veulent. 53 000 portables saisis dans les prisons françaises en 2023, alors que le portable est interdit. On sait que le cannabis circule beaucoup également. Et puis, il y a régulièrement des provocations, parfois ubuesques, partagées par des détenus. Comme en août 2023, un détenu de la prison de Valence se filme barbotant dans une piscine gonflable, remplie et installée dans sa cellule. Écoutez. Comme un air de vacances, mais en prison. Celui qui filme est un détenu lourdement condamné, installé dans une petite piscine gonflable, au beau milieu de sa cellule. Des petits clips volontairement provocateurs sur une musique de rap qu'il a posté lui-même sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, tollé dans les rangs de l'administration pénitentiaire. Je vous vois sourire et c'est vrai qu'elle prête à sourire quand on l'entend tellement elle paraît dingue, cette archive. Mais dans le fond, ils sont difficilement compréhensibles, ces éléments pour la société. Vous l'avez dit un petit peu, Plana Radenovic. Ça alimente l'idée que les prisons seraient trop cool.
Oui, enfin c'est anecdotique. Alors la question en revanche des trafics de téléphones portables en prison et de consommation, de vente de cannabis, elle est plus problématique et elle est encore une fois liée à la problématique de la surpopulation. Parce que dans des établissements qui sont surpeuplés, des surveillants pénitentiaires qui travaillent dans des conditions qui sont dégradées, bien ils peuvent avoir des difficultés à mettre en œuvre leurs fonctions. Et face à des situations où l'administration elle-même décrit comme explosif, eh bien certains, parce que ces trafics pour qu'ils se déroulent, certains bénéficient des faveurs de l'administration pénitentiaire. Il y a d'ailleurs plusieurs condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de certains pour corruption. Mais on le voit, le problème majeur, ça reste encore une fois la surpopulation, les moyens dont bénéficie l'administration pénitentiaire pour mettre en œuvre ses missions. Et plus généralement, le fait qu'un nombre trop ténu de détenus bénéficie de programmes de réinsertion et d'un accès au travail en prison. En tout cas, s'il y a bien des prisons qui risquent de ne pas être cool du tout, ce sont les prisons de Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe qui vont devenir les 2 prisons de haute sécurité voulues par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et mises en place par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Objectif, enfermer les 200 narcotrafiquants et criminels considérés comme les plus dangereux. Dans le détail, elles vont ressembler à quoi, ces 2 prisons ? Ces quartiers dits de haute sécurité, en fait, ce seront des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Alors, quel est le régime véritablement plus strict ? C'est une systématisation des fouilles intégrales après chaque contact non surveillé avec une personne extérieure à l'établissement. Ce sont des parloirs dits hygiaphones avec des dispositifs de séparation pour éviter les contacts. Une inapplicabilité également des unités de vie familiale et des parloirs familiaux. Et des restrictions de correspondance téléphonique, autant de mesures qui sont en fait destinées à couper ces détenus de l'extérieur et éviter que, c'est ça l'objectif principal, éviter qu'ils poursuivent leur activité criminelle de la prison même. Donc la fonction éliminatrice de la peine ici, elle est vraiment portée à son paroxysme. On occulte complètement la fonction de réinsertion. Rien dans le dispositif ne vise à traiter spécifiquement ces détenus du point de vue de la réinsertion. C'est pour une durée non plus de 4 ans, comme initialement prévu. C'est passé à 2 ans, mais 2 ans qui sont renouvelables, sur décision du garde des Sceaux. Et il n'y a pas vraiment de limite, d'ailleurs, de durée qui est prévue. Et comme le relève un certain nombre d'institutions, on n'est pas du tout sûr dans ces conditions que le dispositif respecte en particulier l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire la prohibition des traitements inhumains et dégradants. Et plus généralement, ici, cet isolement qui est mis en place, isolement qui n'est pas certes intégral, mais tout de même pourrait aussi poser problème de ce point de vue. Pour clôturer cet épisode, je voudrais vous faire réagir à une dernière archive de Robert Badinter, il n'y a pas si longtemps, peu de temps avant sa mort. Écoutez, c'était en 2023. Il n'y a pas dans la conscience collective cette exigence ou tout simplement cette lucidité humaine qui fait que quand on se dit « Ah, il faut les mettre en prison », qu'est-ce qu'ils vont devenir en prison ? Et sortiront-ils pire qu'ils n'y sont entrés? C'est ça, la grande question. La prison, c'est aussi la réinsertion qui suit. Et sans l'une, à quoi sert l'autre? L'enjeu majeur, le défi majeur du système pénitentiaire français aujourd'hui, et qui rejoint d'ailleurs tous les sujets qu'on a balayés, surpopulation, milieu ouvert, activités ludiques, prison de haute sécurité, la réinsertion. Oui, c'est vraiment l'enjeu. Alors, après, pour les grands narcotrafiquants dont on vient de parler, je mets quand même un petit bémol parce que c'est quand même des gens qui, leur vie, c'est le narcotrafic et ils gagnent des millions d'euros. Donc, de toute façon, ceux-là, oui, il leur faut un régime particulier. Après, bien sûr, en veillant à ce que les droits de l'homme soient respectés parce que on est dans un état de droit, en fait, donc oui. Mais je pense que parler de réinsertion pour les gens de la DZ Mafia ou pour Mohamed Amra, c'est un petit peu exagéré. Mais ce n'est pas le gros de notre population pénale, en fait. Quand on visite des prisons normales, des prisons avec des détenus normaux, vous savez, c'est des violences intrafamiliales, c'est des homicides involontaires, c'est ça le gros de la population. Et ça, oui, c'est tous des gens réinsérables. Et là, Robert Badinter, il le dit très bien. Oui, bien sûr, la prison se repose sur 2 jambes, la punition et la réinsertion.
les prisons françaises face au défi de la réinsertion. On a les cartes en main, en tout cas, pour y voir un peu plus clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie Leroux-Campello. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'université Panthéon-Assas, membre de l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris. Et merci beaucoup, Plana Radenovic, journaliste police-justice à RTL. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. Merci beaucoup. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des étoiles, des commentaires et en parler autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.